Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant T, votre rendez-vous quotidien avec l'actu. Le cinéma Le Liberté de Brest projette ce vendredi soir le documentaire Citizen 4 qui retrace les révélations d'Edward Snowden sur les programmes de surveillance de masse aux États-Unis. Le film sera suivi d'un débat en présence de Laurent Chemla. Laurent Chemla qui est aussi notre invité aujourd'hui. Bonjour. Alors vous êtes informaticien et précurseur dans le domaine d'Internet. Dans un instant, on évoquera ensemble les risques que comporte Internet pour nos données personnelles. C'est d'actualité. Mais avant, on fait un point sur l'actu de ce vendredi 24 avril. Et plus de 4000 particuliers et entreprises ont acheté leur nom de site en .bzh. Un succès pour l'entreprise finistérienne porteuse du projet qui compte parmi ses adhérents le conseil régional ou encore l'entreprise Sabella. Alors, Laurent Chemla, puisque vous êtes avec nous, vous, en 1999, vous avez fondé Gandhi, qui gère et attribue des noms de domaine sur Internet. C'est le principal registraire français. Que pensez-vous du .bzh ou des extensions régionales en général des noms de domaine ? De mon temps, il y avait beaucoup moins d'extensions. Il y en a maintenant énormément. Les extensions régionales en particulier me semblent un intérêt un peu supérieur à tout ce qui peut exister par ailleurs, au sens où justement elles représentent une identité et donc on peut avoir envie d'afficher cette identité sur le nom d'un site, pourquoi pas. Merci. Sabella, donc, qui est en .bzh et qui inaugurait aussi ce vendredi matin son hydrolienne D10 sur le port de commerce de Brest, une première en France qui sera immergée en mer d'Iroise au mois de juin, alimentant ainsi l'île d'Ouessant en électricité. Et notez aussi que ce samedi, le public est invité à découvrir l'hydrolienne Sabella D10 de tout près et de rencontrer par la même occasion l'équipe technique qui a travaillé sur le projet. Guillaume Pépi, le président de la SNCF, était à Brest ce vendredi pour les 150 ans de la gare. Il en a profité pour rencontrer Pierrick Massiot, le président de la région Bretagne. Au programme de leur journée, la signature du protocole qui établit le trafic des trains pour 2017 après l'installation de la ligne à grande vitesse. Ce protocole est le premier du genre en France et Guillaume Pépi nous en dit plus au micro de Julie Sicot et de Willy Moncoiffé. En fait, il y a un modèle breton du TGV. Ce n'est pas un TGV qui est séparé des autres trains, c'est un TGV qui va vite, mais qui en même temps sait s'arrêter dans les villes moyennes. Et c'est un TGV qui est toujours bien en correspondance avec les TER, avec les bus dans les villes, avec le tram ici à Brest ou avec demain le téléphérique. L'objectif, c'est d'avoir un système de transport collectif qui soit une vraie alternative à la voiture. Et ça, ici en Bretagne, on y arrive. Donc Brest et Quimper à 3h30 de Paris d'ici 2017, un temps de parcours encore loin de l'objectif des 3 heures, mais qui satisfait apparemment Pierrick Massiot, le président de la région Bretagne. On l'écoute. Je pense que c'est déjà une amélioration considérable. Bon, la géographie est telle qu'elle est. Il y a quand même un nombre de kilomètres entre Brest et Quimper par rapport à Paris et par rapport à l'est de la France qui est celui que nous connaissons. Donc aujourd'hui, les articles que j'ai pu lire ou les études que j'ai pu lire sur l'impact futur de l'arrivée des 45 minutes d'amélioration du temps de parcours pour Brest et Quimper mettront Brest et Quimper ferroviaires en situation de concurrence favorable par rapport à l'avion. Donc on verra quel en sera le résultat. Et s'il fallait 16 heures au 19e siècle pour relier Brest à Paris, aujourd'hui l'objectif est de réduire le trajet au maximum. Comment y parvenir et à quoi ressemblerait alors le paysage ferroviaire breton? Réponse avec ce reportage de Julie Sicot. 45 minutes de trajet en moins entre Paris et la Pointe bretonne. L'objectif est défini et signé ce vendredi. Pour arriver à un tel résultat, les moyens sont surtout portés par le TGV. Et pour aller plus vite, plus d'arrêts entre Paris et Rennes lorsque le train continue sa course vers Brest et Quimper. Autre mesure, des trains dits accélérés avec des pointes de vitesse à 320 km/h 3 fois par jour pour relier Paris au Finistère. Des TGV plus rapides, mais aussi plus nombreux. 2 allers-retours supplémentaires par jour entre la capitale et Brest, Quimper et Rennes sont envisagés. Des avancées encourageantes, mais toujours insuffisantes pour certains acteurs économiques du département. Je pense que ça reste encore trop loin. Il y a une espèce de barre psychologique qui est mise à 3 heures.
Pour nous, c'est important pour pouvoir, notamment pour que des chefs d'entreprise puissent faire l'aller-retour dans la journée. Aujourd'hui, ça reste difficile et même avec les horaires proposés, je pense que ça risque d'être encore un petit peu compliqué. Mais pour autant, on progresse et j'ai bon espoir qu'on y arrive. La région n'a pas oublié les liaisons TER. Toutes les gares desservies par ces trains continueront à l'être. Il reste tout de même un point noir dans le département, la ligne Brest-Quimper, de plus en plus lente. Des travaux sont envisagés en 2017 par la région Bretagne. En tout, 3,7 milliards d'euros ont été investis par la collectivité pour le ferroviaire en Bretagne. Ce vendredi à 20h est projeté le film Citizen4 au cinéma Le Liberté à Brest. Un documentaire qui revient sur le travail d'Edward Snowden, un informaticien américain qui a révélé les détails de plusieurs programmes de surveillance de masse américains et britanniques. Laurent Chemla, vous animez un débat à l'issue de la projection. Vous êtes aussi informaticien et même le premier informaticien français à avoir été inculpé puis relaxé pour piratage informatique. C'était en 1986 et c'était avec un Minitel. Ça paraît assez fou vu d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, comme Edward Snowden, vous dénoncez la surveillance sur le web. Et on peut dire qu'il y a du boulot dans ce domaine. Le gouvernement s'apprête à étendre ses pouvoirs en termes de renseignement. Une loi délirante, selon vous, qui se prépare. Pourquoi cette loi, surnommée le Big Brother français, vous paraît dangereuse ? En premier lieu, parce qu'elle ne fait pas intervenir le judiciaire dans l'autorisation d'espionner les gens. Alors, ça peut être surprenant, on peut se dire qu'un espion, a priori, ne va pas demander l'autorisation d'un juge avant d'espionner, c'est son boulot. Pourtant, quand il est question, on parlait là d'Edward Snowden, la NSA, elle, n'a pas le droit d'espionner les Américains. Là, le texte présenté par le gouvernement aujourd'hui va autoriser les espions français à espionner, y compris les citoyens français, vous et moi. Et ça, sans une décision d'un juge. Il y a un vrai problème de séparation des pouvoirs. C'est ça qui m'inquiète le plus. C'est qu'on se retrouve dans un État où le gouvernement, l'exécutif, va avoir la possibilité de demander à des fonctionnaires, qui sont les espions, en l'occurrence les services secrets, d'espionner des citoyens sans passer par un juge, donc avec un total regroupement des pouvoirs au sein de l'exécutif, avec plus aucune séparation des pouvoirs entre exécutif, législatif et judiciaire. Et là, on rentre vraiment dans quelque chose de dangereux, dans une société de surveillance où on n'a plus aucun contre-pouvoir en place et où l'État, demain, va pouvoir surveiller tous les citoyens à tout instant, sans aucun contre-pouvoir, sans aucun contrôle. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent n'avoir rien à cacher sur le web? C'est un peu l'argument, mais moi j'ai rien à cacher, donc autant qu'on me surveille. D'abord, en général, les gens qui me disent « moi j'ai rien à cacher », je leur demande tout de suite de se déshabiller. Parce que voilà, on a tous quelque chose à cacher. C'est déjà la toute première réponse qu'on peut faire aux gens qui pensent ça. En second lieu, je pense que le point le plus important, c'est pas tant ce qu'on a soi-même à cacher, c'est que quand on est sur Internet et qu'on dialogue avec des gens, quand quelqu'un vous envoie un courrier, un email, vous avez peut-être rien à cacher, c'est possible, après tout, vous êtes une personne publique, un certain nombre de choses sur vous doit être connu. Mais les gens qui vous écrivent ne s'attendent pas pour autant à ce que quand ils vous écrivent, ça soit rendu public. Et si vous ne vous protégez pas, si vous êtes écouté, tout ce que vont dire va être aussi écouté. Donc on n'est pas simplement dans « moi j'ai rien à cacher », on est dans « moi j'ai rien à cacher », mais je ne veux pas non plus pour autant divulguer tout ce qu'on m'écrit, tout ce qu'on me dit, et tous les gens avec qui je discute. C'est ça le problème de ce qu'on appelle les métadonnées. C'est qu'on ne va pas tellement vous écouter, savoir ce que vous dites, c'est savoir avec qui vous le dites, où vous le dites, quand vous le dites. Et avec ça, on va savoir non seulement toute votre vie, mais tout de la vie des gens qui vous entourent. En tant que journaliste, vous avez, c'est un exemple, le devoir de protéger vos sources. Sans vous écouter, puisque a priori les journalistes seront protégés des écoutes, si vous allez interviewer quelqu'un avec votre téléphone portable et qui vous divulgue une information qu'il est un des seuls à savoir, vous allez protéger la source. Mais les services secrets, en regardant où était votre téléphone portable quelques jours ou quelques heures avant votre scoop, et en croisant ça avec la position des téléphones portables des gens qui étaient au courant et qui auraient pu être votre source, vont tout de suite trouver qui c'est. Ça implique tout de suite l'entourage d'une personne, c'est ça, il ne faut pas penser seulement à soi et il faut penser à au tout, réseau. Et là on voit bien qu'on n'a rien écouté, il ne s'agit que de métadonnées. Quelle est la meilleure façon aujourd'hui de protéger nos données personnelles sur le web ?
Un petit conseil pratique pour les non-initiés à l'informatique, qu'est-ce qu'il faut faire Bon, de plus en plus, les outils de chiffrement, grâce à cette loi, je pense que les outils de chiffrement vont être de plus en plus démocratisés. Donc on va proposer, il y a un marché du coup à prendre, encore une fois grâce à cette loi. Je suppose qu'un grand nombre d'entreprises vont maintenant proposer soit de stocker vos données à l'étranger, puisque l'État n'y aura pas accès aussi facilement, soit de chiffrer vos échanges avec vos amis et vos proches. Ça va être l'orientation dans laquelle on va aller, en espérant que l'État ne rende pas le chiffrement interdit à court terme. Est-ce qu'il faudrait éduquer les usagers, par exemple des réseaux sociaux, éduquer au sens, leur apprendre à se servir pour plus de prudence et de confidentialité de leurs données, la mise en ligne de photos, Oui. par exemple? Alors, là aussi, je peux peut-être citer un exemple parlant ou pas, je sais pas. J'avais trouvé une image sur Internet d'un panneau à l'entrée d'une réserve africaine où il y avait des rhinocéros et qui disait aux gens attention, si vous prenez des photos des rhinocéros, désactivez la fonction de géolocalisation de votre appareil photo. Sinon, les braconniers, en voyant les photos, savent où se trouvent les rhinocéros et peuvent les tuer. Donc voilà. Ça va loin. Mais C'est vrai oui, qu'on pense mais- pas à ce type d'exemple, c'est incroyable. Mais oui, mais voilà. Alors, effectivement, diffuser des photos, des selfies sur un réseau social, a priori, voilà, c'est quelque chose qu'on a décidé de faire. Imaginons maintenant que je suis dans un pays étranger, que je prends un selfie sans faire attention à qui est derrière moi. S'il se trouve que la personne derrière moi est quelqu'un de recherché par la police du lieu où je suis, avec les possibilités aujourd'hui qu'on a de reconnaissance faciale, bah, la police saura exactement où il était, à quel moment il est et à quel moment, juste avec cette photo. Donc oui, évidemment qu'il faut former les gens, mais vous voyez à quel point c'est difficile, on ne peut pas penser à tout. Et idéalement, il ne faudrait pas obliger les gens à s'auto-censurer. C'est tout le problème de la surveillance, c'est qu'à partir du moment où on dit les services peuvent faire ça, vous voyez ces exemples aussi inimaginables que ça, et pourtant qui sont pratiquement faisables. Le problème de cette surveillance, ça n'est pas tant que les gens vont apprendre à faire plus attention, c'est justement qu'elle va les obliger à faire plus attention. Et donc, à être moins libres, quelque part, à moins bien penser, à moins oser diffuser des idées, des opinions, voire même à ne plus les penser, et en tout cas, à ne plus pouvoir confronter n'importe quelle idée, n'importe quelle opinion, au risque de... Merci beaucoup Laurent Chamelin. On vous retrouve aussi sur votre blog sur Mediapart. Voilà, tapez Laurent Chamelin, Mediapart, on vous retrouve. Merci. D'être venu sur le plateau. Nous, on se retrouve lundi pour une nouvelle émission et d'ici là, passez un excellent week-end sur TBO. Ciao.